19 heures, bonsoir à tous, bienvenue sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information en ce vendredi 18 mars. 18 mars justement, une date historique pour l'Algérie. Il y a 60 ans, jour pour jour, la délégation du FLN, le Front de Libération Nationale, conduite par Karim Belkacem, a fait face de fort belle manière aux négociateurs de la France coloniale. Résultat des courses, elle a paraphé un document historique, les accords d'Évian, qui ont décrété un cessez-le-feu dès le lendemain, le 19 mars. Ces accords interviennent également pour enterrer définitivement l'illusion coloniale de l'Algérie française. Chronologie des négociations avec Mohamed Amin Berkan. Les premiers contacts des accords d'Évian ont été entamés en 1956. Le 16 juin 1961 débutent les premières négociations officielles à Évian-les-Bains, une station thermale du centre de la France. La délégation algérienne est conduite par Karim Belkacem, alors que le gouvernement français est représenté par le ministre Louis Jox. 5 points sont à l'ordre du jour de ces négociations: cessez-le-feu, organisation d'un référendum d'autodétermination, statut de la minorité européenne en Algérie, le Sahara, les essais nucléaires français et la base militaire de Mars al-Kbir. La question fondamentale du Sahara, que la France veut séparer du reste du territoire algérien, oblige les représentants du GPRA à suspendre les négociations qui reprennent en septembre de la même année, après l'échec des manœuvres autour de cette partie intégrante du territoire national. L'accord de cessez-le-feu intervient à la suite de la signature officielle des accords d'Évian le 18 mars 1962 et stipule la fin des opérations militaires et toute action armée dès le lendemain, le 19 mars à midi, et ce, sur l'ensemble du territoire algérien, et la tenue d'un référendum d'autodétermination le 1er juillet, lors duquel les Algériens votent massivement en faveur de l'indépendance. La célébration de la journée de la victoire intervient alors que la question de la mémoire s'affirme comme un point central des relations algéro-françaises. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'a érigé en priorité dans son programme d'action, affirmant que l'Algérie n'y renoncera jamais. Le président français Emmanuel Macron a décidé en mars 2021 de faciliter l'accès aux archives classifiées de plus de 50 ans, y compris celles relatives à la guerre de libération nationale. Même si la France officielle exclut toute repentance pour la colonisation de l'Algérie et son cortège de crimes de guerre et contre l'humanité, qui fut un véritable désastre pour les Algériens, réduits au statut d'indigènes dans leur propre pays et expropriés leurs terres. Et c'est là où réside le fond du problème, pointent beaucoup d'historiens. Loin d'être une œuvre civilisatrice, la colonisation en Algérie comme ailleurs a été une entreprise destructrice et déshumanisante, reposant sur un substrat idéologique fait de racisme, de ségrégation et de négation de l'autre. Et dans un message à l'occasion du 19 mars et des célébrations de la victoire, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rendu un vibrant hommage au combat épique du peuple algérien. Il a également rappelé l'engagement entier de l'État à poursuivre l'œuvre de préservation mémorielle afin de permettre à la jeunesse de connaître la glorieuse histoire de l'Algérie. Sofiane Barouti. 60 ans après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la victoire algérienne est éclatante. Le recouvrement de l'indépendance nationale et l'édification de l'État algérien démocratique et social, comme souhaité par la génération du 1er novembre 1954, est aujourd'hui un fait irréfutable. Dans un message adressé à la nation et célébrant sa victoire historique, le président de la République l'exprime clairement et sans ombrage. Je cite, « L'Algérie demeure fidèle au serment des Chouhada et va de l'avant sur la voie tracée par de vaillants moudjahidines et des nationalistes dévoués, à l'abri des épreuves et loin des nostalgies et des espérances illusoires, nourris par des esprits malades qui se font le relais d'un système culturel et intellectuel raciste et colonial, mu par une inclination à l'esclavage des peuples et au pillage de leurs ressources. Le temps est ferme et ne laisse aucune place au doute. La lutte contre la corruption est proclamée comme une priorité en Algérie afin de redonner confiance à une jeunesse qui a démontré, s'il le fallait, son grand patriotisme ainsi que son attachement à la construction et à la défense des institutions de l'État national souverain à l'ombre de la justice sociale et de la solidarité, connue pour être une vertu algérienne. Le président Tebboune rappelle également l'attachement de la République à la préservation de la mémoire collective dans l'esprit d'un Didouche Mourad, martyr de la Révolution appelant le peuple à défendre les mémoires de nos glorieux combattants. La République démocratique et populaire d'Algérie, par la voix de ses plus hautes autorités, revendique et compte continuer d'assumer sa responsabilité dans,
Je cite, « La collecte de tous ces éléments, qu'ils soient disponibles à l'intérieur du pays, à l'instar des témoignages de Moudjahidine, des manuscrits des monuments historiques, des enregistrements audio ou vidéo et des films documentaires, ou à l'étranger, par la récupération des archives de notre pays datant de la période coloniale et des crânes des symboles de la révolution populaire, de la trempe de Chérif Boubrela et de Cheikh Bouziane. » Pour rappel, l'Algérie réclame toujours la restitution de l'intégralité des archives, ainsi que des œuvres artistiques, des reliques archéologiques et autres pièces appartenant à la mémoire collective algérienne, toujours retenues dans des musées ou détenues dans des collections privées de l'autre côté de la Méditerranée. Les questions mémorielles sont au centre des préoccupations populaires et au cœur de l'action politique à Alger. L'Algérie s'impose par son histoire millénaire, sa géographie, sa jeunesse exemplaire, ses principes salutaires et son aura comme un acteur géopolitique incontournable sur l'échiquier complexe de la recomposition internationale. Les questions algériennes, pour leur part, demeurent un axe incontournable des enjeux politiques et du jeu partisan à Paris, où les discours racistes font légion dans une conjoncture critique. Le poids de l'histoire se fait lourdement sentir à la veille d'un scrutin présidentiel à haut risque sur un vieux continent, plus que jamais marchant sur des charbons ardents. Et pour parler de cette date historique du 19 mars, me rejoint en direct par visioconférence le politologue Abdelkader Soufi. Bonsoir, monsieur Soufi. Bonsoir. Alors, ce 19 mars 2022 met en exergue le génie de ces Algériens qui ont négocié avec la France, l'une des grandes puissances mondiales à l'époque. Ces hommes ont fait preuve d'un talent de négociateur et de diplomate qui n'a rien à envier à leurs interlocuteurs français. Que peut-on dire de ces hommes qui ont su détourner les tergiversations de la France coloniale? Oui, en fait, le 19 mars est l'aboutissement d'une action qui a duré dans le temps. Cela veut dire que pendant des années, les négociateurs algériens se sont mis autour d'une table avec leurs opposants français pour pouvoir en découdre d'une façon maintenant diplomatique et définitivement, parce qu'il ne fallait pas rater le coach, il ne fallait pas rater le rendez-vous. Vous savez, le 19 mars est l'aboutissement d'une guerre de 130 ans. Et cette guerre de 130 ans a connu donc des révolutions depuis 1830, le 5 juillet 1830, à travers des révolutions populaires non organisées, des révolutions populaires organisées, politiques, et une révolution finale qui a, contrairement à ce que pensaient beaucoup de gens, c'était une révolution intégrale que celle de 54, qui a été à la fois militaire sur le terrain, politique à l'international, mais culturel aussi, pour dire que l'Algérie n'est pas la France et que cette culture et que ces gens-là appartiennent à une autre dimension qui est la dimension algérienne telle que nous la connaissons et qui a été pratiquement relevée dans le Bayen du 1er novembre. Ces gens-là qui ont été les négociateurs, je parle des négociateurs, en fait, pendant toute cette période, ont eu le génie de pouvoir composer avec les Français, mais surtout d'avoir un pas en avance. À chaque fois que les négociateurs français venaient à la table, les Algériens avaient déjà une avance dans la manière de gérer les négociations, et qui a été salué plus tard par les négociateurs français qui ont reconnu en la qualité des Algériens cette particularité de détourner les pièges et détourner donc toute l'action française. Très bien, monsieur Soufi. Alors, dans son message, le président algérien a mis en exergue la nécessité de la restitution des archives. La France a déjà fait un pas, d'une part. Est-ce suffisant? Et d'autre part, pourquoi cette histoire d'archives reste encore tabou? Très bien. En fait, là aussi, il y a un autre point crucial et important. Et il ne faut pas justement tomber dans le nous autres Algériens par rapport à l'archive. Ce n'est pas que l'archive de 1830 à 1862, mais toute la mémoire de l'Algérie avant 1830 et qui met à mal justement la politique
d'aujourd'hui françaises, mais aussi de certains voisins qui en profitent de ce blackout de l'histoire de l'Algérie pour prétendre des faussetés, j'allais dire, et des choses qui ne sont pas vraies au détriment de l'Algérie. L'Algérie a été une puissance régionale dans le bassin méditerranéen. L'Algérie a été une histoire grandiose dans le bassin méditerranéen. L'Algérie aussi a été une puissance dominante sur le plan culturel, scientifique. Elle a permis l'émergence de la science en Europe. Elle a permis l'instauration, plutôt la création de l'État de l'Andalousie. Donc tout cela, c'est l'Algérie. Monsieur Soufi. C'est pourquoi nous... Oui. Alors, Monsieur Soufi, le président a également, donc Abdelmadjid Tebboune a également demandé des indemnisations des victimes des essais nucléaires de Ergen de 1960. La France a reconnu son fait, mais pourquoi l'indemnisation pose-t-elle toujours problème selon vous? La France n'a pas toujours reconnu ce fait-là. Elle l'a reconnu pour les Français depuis la loi de 2010 qui leur donne une possibilité d'être indemnisés. Mais en reconnaissant le fait, elle va reconnaître quelque part aussi le crime de guerre, parce que l'Algérie a été un laboratoire où les Algériens étaient des cobayes. Et l'ensemble des essais nucléaires depuis le 13 février 60, jusqu'à mai 67, ça a été vraiment des actes odieux et inqualifiables. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, des Algériens donc gardent les séquelles, mais il n'y a pas que ça. Un champ qui est toujours radioactif et que la France doit donner tous les plans des essais nucléaires et des sites où est enfoui tout ce qui est le matériel radioactif dans toute la région où on va dire la radioactivité, où les essais nucléaires ont été exploités. Et cet effet, jusqu'aujourd'hui, il touche jusqu'en Afrique centrale, mais aussi en Europe. Des États comme l'Espagne, comme la France, elle-même, comme l'Italie, sont touchés par ce phénomène. Merci beaucoup, Monsieur Soufi, pour votre disponibilité. Merci beaucoup pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes politologue et vous étiez en direct avec nous via visioconférence. Merci à vous. Direction l'Europe, 23e jour depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Le nombre de réfugiés ukrainiens ne cesse d'augmenter. La ville de Mariupol, théâtre de violents combats depuis plus de 2 semaines, a vu l'évacuation de pas moins de 30 000 personnes en une semaine. Les autorités de la ville ont annoncé que 80% des structures d'habitation de la ville ont été détruites. Souhila Kilal. Pas moins de 30 000 civils ont quitté Mariupol depuis une semaine pour se rendre à Zaporizhia. Selon le conseil municipal, la situation actuelle à Mariupol est critique. Avec une pénurie de nourriture et d'eau, la population cherche à s'éloigner rapidement de cette ville où les combats font rage. Tout a disparu. Notre voiture, notre appartement, notre garage. Tout ce que nous avons réussi à sauver, c'est une couverture qui s'est envolée par la fenêtre. Il était même impossible de sortir du sous-sol. La maison a commencé à s'effondrer. Les cadavres sont enfouis sous les décombres depuis 7 jours. Plus de 350 000 habitants de Mariupol continuent de se cacher dans des abris et des sous-sols pour échapper aux bombardements continus. Le conseil municipal a estimé qu'environ 80% des structures d'habitation de la ville sont détruites et 30% irrémédiablement perdues. Nous n'avons rien à manger, c'est horrible, c'est juste horrible. Pas de lumière, pas de chauffage, rien. Nous essayons de survivre d'une manière ou d'une autre. Ma mère vit à Makivka, je ne peux même pas lui dire que je suis en vie. C'est cruel, mon enfant a faim, je ne sais pas quoi lui donner à manger. Mariupol, ville portuaire stratégique de la mer Noire, est assiégée depuis plus de 2 semaines par les forces russes.
Les dernières évacuations aggravent davantage la crise des réfugiés que connaît l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe. Margaritis Schinas, le vice-président de la Commission européenne, s'est exprimé aujourd'hui au sujet du traitement réservé aux réfugiés ukrainiens et syriens. Schinas a rejeté les formes de distinction entre les exilés, affirmant que Bruxelles appliquait la même approche pour l'accueil des déplacés. Amin Touta. La question de la discrimination entre les réfugiés depuis le début de la crise ukrainienne suscite toujours la polémique. Le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, est revenu sur la question en niant les 2 poids 2 mesures dans l'accueil des déplacés ukrainiens et syriens. L'Union européenne a offert la même aide aux réfugiés ayant fui la guerre en Syrie qu'à ceux qui ont quitté l'Ukraine. Le diplomate grec a affirmé que Bruxelles a offert les mêmes aides aux citoyens ayant fui la guerre en Syrie qu'à ceux qui ont quitté l'Ukraine. Une déclaration qui vient suite au cas de discrimination déclaré au niveau des postes frontaliers entre l'Ukraine et les pays de l'espace européen, et selon lesquels des formes de distinction ont été constatées entre les Ukrainiens et des ressortissants non européens voulant fuir le conflit. Depuis le début de la crise, certaines voix en Europe ont affiché leur accord et soutien pour accueillir des Ukrainiens sur leur sol, alors qu'ils étaient vivement opposés à l'arrivée de réfugiés afghans et syriens quelques semaines avant le début des opérations militaires russes. D'après le Haut Commissariat des réfugiés, plus de 3 millions de ressortissants ont fui l'Ukraine depuis le 24 février passé. 2 millions d'entre eux ont trouvé refuge en Pologne. Et au moment où la plupart des Ukrainiens tentent par tous les moyens de quitter le pays, certains préfèrent faire le voyage inverse et revenir, comme c'est le cas dans cette ville de Lviv. Au moins 3 trains sont arrivés avec à leur bord entre 100 et 250 passagers, la plupart des femmes accompagnées de leurs enfants, mais aussi des volontaires qui ont décidé de prendre les armes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande à l'Occident de lui fournir des armes plus avancées alors que le conflit avec la Russie fait rage dans le pays. Il demande également aux ports européens de refuser à nouveau l'entrée à tous les navires russes, reprochant à certaines entreprises occidentales de ne pas avoir quitté la Russie après son offensive en Ukraine. Nous rappellerons encore plus fort que certains dirigeants occidentaux que ce sera une défaite morale pour eux, que cela détruira le prestige si l'Ukraine ne reçoit pas des armes avancées qui sauveront réellement la vie de milliers de nos concitoyens. Les missiles russes ne tomberont pas à côté des fusils de chasse que certains tentent de remplacer par des fournitures réellement utiles. Direction la Pologne avec une série de mesures anti-Poutine. Le pays compte dérussifier son économie et celle de l'Europe. Varsovie vise à sortir de la dépendance énergétique russe. Mohamed Ouali Ben Chaban. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a annoncé ce matin une série de mesures dites bouclier anti-Poutine destinées à dérussifier l'économie polonaise et européenne dans le but de freiner l'inflation, protéger l'emploi et de faire face à la flambée des prix des produits alimentaires. Nous commençons ensemble une dérussification totale de l'économie polonaise et européenne. L'objectif principal de la première partie de ce bouclier anti-Poutine est d'empêcher la hausse des prix des produits alimentaires. Sur les achats de charbon russe et un embargo potentiel, la Pologne veut attendre les décisions de la Commission européenne. En ce qui concerne la réduction de la dépendance au charbon russe, on passe déjà des commandes à des pays autres que la Russie. Il s'agit des principaux exportateurs de charbon comme l'Afrique du Sud, l'Australie, la Colombie, les États-Unis. Donc partout, on ne sera pas soumis à ce chantage. Nous attendons des décisions courageuses de l'Union européenne. La Varsovie investira 636 millions d'euros dans la société d'État Gaz-System, qui construit et exploite les gazoducs ainsi que le terminal gazier du port de Svinoujscie. Gaz-System construit notamment le gazoduc Baltic Pipe qui doit amener en Pologne du gaz norvégien avant la fin de l'année et réduire la dépendance du pays du gaz russe.
Parmi les autres secteurs économiques touchés par les conséquences de la guerre en Ukraine, le transport routier, domaine dans lequel la Pologne est très présente en Europe, demeure fortement affecté par ce conflit géopolitique. Et le conflit russo-ukrainien est aussi sur la toile. La Russie taxe Google et YouTube d'activités terroristes. Elle menace la vie et la santé des citoyens russes, a affirmé Roskomnadzor, le gendarme russe des télécoms, cité par l'agence de presse Interfax, dénonçant la position clairement anti-russe de Google. Le gendarme russe a exigé que la société américaine cesse de diffuser les vidéos anti-russes dans les plus brefs délais. Iman Merat. Moscou a exigé ce vendredi que le géant américain stoppe de diffuser ce qu'il a qualifié de menace contre les citoyens russes sur sa plateforme de partage de vidéos YouTube. Une décision qui pourrait présager un éventuel blocage du service sur le territoire russe. Le service fédéral de supervision de communication, de technologies de l'information et des médias de masse, Roskomnadzor, a déclaré que les réclames sur la plateforme YouTube appelé à l'interruption des systèmes de communication des réseaux ferroviaires russes et biélorusses et que leur diffusion était la preuve de la position anti-russe du géant américain de la technologie. Les actions de l'administration de YouTube sont de nature terroriste et menacent la vie et la santé des citoyens russes, a déclaré le régulateur. Roskomnadzor s'oppose catégoriquement à de telles campagnes publicitaires et exige que Google cesse de diffuser des vidéos anti-russes dès que possible. Il s'agit de l'une des dernières exemptions dans la forte ascension des tensions entre Moscou et les entreprises technologiques étrangères au sujet de l'Ukraine. YouTube, qui a bloqué les médias russes financés par l'État dans le monde, subit de fortes pressions de la part du régulateur des communications et des politiciens russes. Pour rappel, Meta a autorisé les utilisateurs des médias sociaux en Ukraine à publier des messages à caractère haineux tels que « mort aux envahisseurs russes », allant jusqu'à modifier son règlement. Moscou a riposté en bloquant Instagram cette semaine après avoir déjà arrêté l'accès à Facebook pour ce qu'il a qualifié de restrictions sur les médias russes. Les restrictions technologiques représentent des armes virtuelles à impact réel. Le front occidental essaye par tous les moyens d'isoler la Russie, qui de son côté ne semble pas être impactée par ces restrictions. Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping se sont entretenus aujourd'hui, notamment à propos du conflit en Ukraine. Joe Biden a conseillé au président chinois de se tourner vers l'Europe et les États-Unis plutôt que vers la Russie. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Le président américain Joe Biden s'est entretenu ce vendredi avec son homologue chinois à la table des matières, le conflit en Ukraine. L'échange entre les deux dirigeants a duré près de 2 heures. Pour l'occasion, le président américain s'est rendu dans la Situation Room, pièce ultra sécurisée de la Maison-Blanche réservée aux circonstances les plus exceptionnelles. L'enjeu de l'appel est sans équivoque. Les États-Unis veulent que la Chine choisisse son camp entre Moscou et l'Occident. Nous voulons que le Parti communiste chinois, qui est une puissance très importante sur la scène internationale, comprenne que son avenir est avec les États-Unis, avec l'Europe, avec d'autres pays développés et en développement. Leur avenir, ce n'est pas de soutenir Vladimir Poutine. Le poids stratégique de la Chine sur la scène internationale est non négligeable, d'où l'insistance de Joe Biden pour que la Chine prenne parti. Le soutien économique et financier de Pékin envers Moscou n'est guère vu d'un bon œil de la part de la Maison-Blanche. L'amitié entre la Chine et la Russie, solide comme un roc selon les dires du ministre des Affaires étrangères chinois, dérange le camp occidental. L'alliance entre les deux puissances ne colle pas avec le discours majoritaire en Occident qui insiste sur l'isolement de la Russie sur la scène internationale. La politique qu'a décidé de suivre la Maison-Blanche est comparable à celle appliquée durant la guerre froide, consistant à favoriser le rival le moins préoccupant, offrant notamment un siège au Conseil de sécurité de l'ONU à la Chine dans une optique de rapprochement sino-américain aux dépens de l'Union soviétique. Sport, football, les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Champions League, sont connus au menu des rencontres plus qu'alléchantes. Faisal Salah. Les quarts de finale de la compétition la plus prestigieuse d'Europe a eu lieu ce vendredi à partir de midi. Cette saison, la Ligue des Champions est un peu spéciale. Beaucoup de stars vont passer leur mardi et mercredi devant leur télé ou dans les tribunes pour regarder les belles affiches de la saison.
Des quarts de finale sans Ronaldo du Manchester United, le PSG de Messi, Neymar et Mbappé, la Juventus de Chiellini, le Barça de Xavi, le Milan de Zlatan. Tous ces clubs et joueurs n'ont pas réussi à être à la hauteur des 8 clubs qualifiés. Le programme des quarts et demi-finales promet beaucoup avec des circonstances particulières. Le tenant du titre Chelsea, en faillite après les sanctions du gouvernement britannique, affronte le Real de Madrid du striker Karim Benzema. L'Atlético de Madrid devra voyager encore à Manchester, mais cette fois-ci pour jouer le leader de la Première Ligue, Manchester City de Mahrez. Le Bayern de Lewandowski, sa mission ne sera pas facile devant le champion de l'Europa League, le Villarreal d'Emre. Le Liverpool de Mohamed Salah sera opposé au quart de finale face au Portugais du Benfica. L'objectif pour ces 8 clubs est d'être présents à Paris dans une finale où le Paris de Nasser Khelaifi est déjà absent. De la culture à présent, cinéma pour clore cette édition, direction Londres pour la cérémonie des British Academy Film Awards, puis Genève pour le Festival du film et Forum international sur les droits humains de Genève avec Amela Bichar. Le cinéma britannique a remis ses prix dimanche soir à la 75e cérémonie des British Academy Film Awards. Le film The Power of Dog a décroché 2 prix, celui du meilleur film et de la meilleure réalisatrice qui n'est que Jane Campion. Quant à Dune, le film de Denis Villeneuve qui a raflé 5 prix, celui du prix du meilleur effets spéciaux et meilleure musique originale. Cette année, les BAFTA ont décerné le prestigieux prix du meilleur acteur à Will Smith pour son remarquable rôle dans le film La méthode Williams. Direction Genève à la 20e édition du Festival de films et Forum international sur les droits humains. Pendant 10 jours, des réalisateurs venus de par le monde pour présenter leurs projets et souligner les causes humaines, comme le documentaire sur la Libye d'après-guerre After Revolution de l'italien Giovanni Bocciomino raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur déchirés par l'histoire. Le film documentaire a eu le Grand Prix de Genève. Le public FIFDA a récompensé le film documentaire Invisible Diamond, qui a montré l'atrocité et la souffrance des plus pauvres habitants de New Delhi, dont la cause principale est la pollution et le dérèglement climatique. Actuellement et plus que jamais, le monde a tant besoin de lieux pour se rassembler, s'exprimer et s'écouter. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Amal Zitouni. Demain, c'est Fatma Mhanni qui vous donne rendez-vous pour l'édition de 19h. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À dimanche.